Tac. Voilà, donc écoute, j'y vais. Donc, bonjour à tous. Acheter du neuf, est-ce que c'est encore rentable? Alors, on se souvient du Robien, du Cellier, du Duflot et maintenant du Pinel. Tous les régimes un peu fiscaux liés à l'achat d'immobilier dans le neuf et qui a fait quand même couler beaucoup d'encre par le passé, un peu moins maintenant, mais qui continue à faire couler de l'encre. Et de notre côté, nous, on a une communauté d'investisseurs qui quand même raffole beaucoup de l'ancien et notamment du meublé parce que ça, c'est à la mode en ce moment fiscalement, et qui sont bien souvent pas tendres avec l'immobilier neuf et à juste titre parce qu'il y a eu des abus. Mais c'est pas forcément complètement mérité. Et donc on va tirer ça au clair en challengeant mon invité du jour qui est Aymeric Evenot. Je vais essayer de tirer tout ça au clair avec lui. Aymeric, bonjour. Bonjour Bassel. Alors première question, je vais y aller un peu cash. C'est qui es-tu et comment tu t'es retrouvé dans la galère du Pinel? C'est une blague évidemment. Bien sûr. Alors, comment je me suis retrouvé? Alors, je Du m'appelle neuf Aymeric en tout cas, Evenot, de l'immobilier neuf. du neuf, on va dire plus généralement. Alors, je suis cofondateur de Papillon Patrimoine. Donc, on est une PropTech spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal, c'est-à-dire qu'effectivement, on accompagne tous les projets d'investisseurs qui souhaitent défiscaliser, puis aussi également se constituer un patrimoine à travers l'immobilier. Ça, c'est notre métier. Donc c'est Moi, un peu de la gestion du patrimoine, c'est pas juste de l'immobilier neuf, c'est voilà. Alors, c'est de la gestion de patrimoine. On fait aussi également du placement, notamment ce qui est en SCPI. Mais surtout, notre approche, nous, c'était de dépoussiérer l'investissement locatif avec le levier fiscal. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, le Pinel a fait couler de l'encre comme le Robien, le Besson, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand on fait de l'investissement locatif et qu'on utilise de levier fiscal, donc on fait un Pinel, il faut faire attention et être vigilant sur la sélection des projets. Et c'est ce qu'on voulait faire dès le départ, nous, c'est-à-dire avoir une approche bienveillante et puis dépoussiérer cette image de l'investissement locatif avec le biais fiscal qui était souvent décrié pour des raisons souvent objectives, mais quand même avec des projets qui réussissent aussi. Et ce qu'il fallait, c'est faire comprendre à nos clients comment ça fonctionne. Donc, on a une approche à la fois pédagogique, effectivement, puisqu'on va expliquer les dispositifs, on va expliquer comment ça fonctionne, et puis on a une approche aussi également bienveillante qui était dans l'ADN de départ, c'est-à-dire se recentrer sur les projets les meilleurs pour éviter effectivement l'investissement locatif Pinel à Valenciennes qu'on revend après 9 ans de défiscalisation. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut bien comprendre comment ça marche. Donc c'était l'envie. Moi, comment je me suis retrouvé dans ce milieu-là, on va dire du neuf et de la promotion. En fait, moi, j'ai occupé des fonctions à responsabilité au sein de seloger.com, qui est un peu le site, le portail immobilier de référence, et notamment à travers Se Loger Neuf, où j'avais en portefeuille la plupart des promoteurs nationaux qui diffusaient leurs annonces. C'est comme ça que j'ai eu cette première approche. Et puis effectivement, je me suis occupé également de BFM Business, tout ce qui était monétisation des portails, donc BFM Immo, BFM Bourse. Donc j'avais une appétence pour l'investissement et l'immobilier. Et puis j'ai intégré quelques années un cabinet de gestion de patrimoine qui faisait de la commercialisation de logements neufs pour les investisseurs, donc effectivement, Pinel, Malraux, Monument Historique. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dessus. Puis dès le départ, il y avait la volonté avec mon cofondateur, effectivement, d'apporter une approche différente, totalement distancielle, avec un travail en 3 temps qui est vraiment d'abord un travail d'étude de cas. Effectivement, on va sonder le client, on va comprendre ses envies, ses objectifs, et puis surtout faire un état des lieux de sa situation financière, fiscale et patrimoniale. Ensuite, un deuxième rendez-vous où on entre un petit peu plus dans la stratégie et surtout la pédagogie pour expliquer ce que l'on fait, parce qu'on accompagne vraiment les clients à 360. Et puis ensuite, sur le choix des projets, donc un troisième rendez-vous où on va resserrer sur les meilleurs projets. L'idée, Bassel, c'est pas de sortir le meilleur projet parmi des milliers, c'est de se focuser sur les 10-15% qui font sens. D'accord? Ça, c'est très, très important de comprendre ça. Ouais, bon, et on donc, va rentrer dans le détail après. c'est comme ça que je suis rentré, effectivement, dans cet univers-là, à travers seloger.com et puis BFM Business et BFM Immo, notamment, dont j'avais la charge. Une bonne formation. Bonne Plus école, voilà. d'expérience. Ouais, bonne école. Exactement. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai lancé Rendement Locatif, donc c'était le nom de notre service avant, il a Bien été sûr, connu pour je m'en souviens. sous ce nom-là, Rendement Locatif, donc c'était très explicite. Et ce qui est marrant, c'est que j'habitais à Paris à l'époque, et Oui.
et je recevais, tu sais, hein, tu commences à avoir un salaire de cadre, tu sors d'école classique, tu as un salaire de cadre, tu te demandes comment tu vas placer ton argent. Et en fait, Bien moi, sûr. j'avais dans l'idée d'acheter de l'immobilier. Et assez rapidement, tu te fais contacter aussi parce qu'il y a une espèce de système de revente un peu de contact. Bon, après, à l'époque, Bah bon, maintenant oui, c'est un peu mieux maîtrisé, mais à l'époque c'était un peu n'importe quoi. Et un en peu fait, n'importe quoi. donc je sais pas comment on appelle des commerciaux. À l'époque, moi j'étais très jeune, hein. Donc Bien sûr. ils venaient chez moi en fait. Donc ils venaient chez moi. Ils Ouais. m'expliquaient par A plus B qu'il fallait défiscaliser, que je payais trop Mhm. d'impôts, et donc ils avaient ce rapport. Moi, ça commençait comme ça. Hein. J'y connaissais rien à l'immobilier à l'époque. C'est ça qui est très Bien sûr, intéressant. Bassem. Ouais. Donc, je suis vraiment un cas. Alors, j'ai pas acheté à la fin, mais j'explique un peu pour les gens. Et en fait, ils venaient avec un rapport tout fait qui disait, bah voilà, ça va être payé par le locataire. Et en gros, tu avais la défisque, donc le montant que tu vas gagner tous les ans Mhm. parce que Mhm. tu vas réduire ton impôt, ce qui est en partie, ce qui est vrai, mais et donc ils mettaient tout ça en avant, ils disaient bah il faut acheter. Puis moi je voyais le coût mensuel parce que c'était quand même assez transparent, c'est qu'on voyait combien ça allait coûter Bien sûr. finalement le cash L'effort flow, l'effort d'épargne. de trésor, l'effort d'épargne mensuel. Et c'était 300 ou 400 euros, je sais plus exactement. Et donc je leur demandais mais pourquoi ça me coûte encore autant alors qu'au final ça devrait être une super affaire, etc. Et c'est à partir de là, alors au final j'ai pas acheté. Donc j'ai pas Bien donné sûr. suite. Et en plus je me suis dit bon bah c'est gratuit, ils viennent gratuitement et tout, ça sent pas bon tout ça. Alors on va rentrer dans le détail après, hein, t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Mais ça sent pas bon, je comprenais pas trop. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire Excel, j'ai commencé à calculer, puis finalement je suis parti sur de l'ancien et j'ai commencé à calculer tous ces chiffres qu'on me montrait. Et c'est là que ça m'a intéressé, c'est là que vraiment j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Donc c'est très intéressant. Et du coup, pour mieux que les gens comprennent, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les régimes de défisque neuf et Bien l'achat de sûr. l'immobilier neuf. Déjà, est-ce que tu peux réexpliquer les avantages et les inconvénients aussi du Pinel, comment ça fonctionne Bien pour mettre sûr. les choses au clair parce qu'après on va rentrer dans le Bien détail. sûr. Alors, juste pour peut-être remettre dans un contexte historique pour tes auditeurs, expliquer d'où viennent ces dispositifs fiscaux, parce que tu les as cités en introduction. Ce qu'il faut Mm. comprendre, c'est que fut un temps, c'était les institutionnels, donc assureurs, banques, qui finançaient les opérations d'immobilier neuf. C'est-à-dire qu'effectivement, ils achetaient en bloc, ils achètent toujours en bloc, mais beaucoup moins qu'auparavant, des opérations de promotion. Donc le promoteur, il avait un fonds qui achetait un immeuble et puis lui, le fonds, C'était bah, simple, il quoi. mettait en location les logements. C'était simple. Et puis, à la fin des années 80, début des années 90, ils ont déserté ce secteur-là à la faveur, effectivement, bah, des opportunités, notamment sur l'immobilier tertiaire, l'immobilier commercial, et puis surtout sur la mondialisation, donc avec la possibilité d'être un fonds à Paris et d'investir à Hong Kong, etc. Mm. Avant, tu Mm. investissais localement, et puis maintenant, tu peux investir partout dans le monde. Donc, ils ont déserté ce métier-là, et l'État, bah, il y a un besoin de produire du logement, on est en déficit de logement continuelle en Mm. France. Et donc, il a fallu trouver des systèmes pour mobiliser finalement des investisseurs privés autres que les institutionnels, c'est-à-dire toi, moi, des cadres, ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est Mm. comme ça que ces régimes de défiscalisation sont arrivés, incitation fiscale pour pouvoir financer la production de logements neufs, Ouais. puisque c'est une nécessité. Donc, tu as eu effectivement tous ces dispositifs successifs pour arriver jusqu'au Pinel aujourd'hui, mais qui est le digne successeur de pas mal de dispositifs différents, avec des fonctionnements un petit peu différents. Donc, il y a eu aussi des ratés à travers ça. Je vais te prendre un Mm. exemple, ce qui a surtout marqué l'image négative de ces dispositifs, c'est le Robien, notamment, puisqu'effectivement, le Robien, tu n'avais pas de cartographie, tu pouvais acheter Ouais, tu peux acheter du au neuf milieu de nulle part, n'importe où, au milieu de aucun nulle part, locataire, enfin aucune offre de voilà, tension en tout locative, cas, voilà. des loyers bien loin de ce que tu pouvais Mm. prétendre en tous les cas sur le papier. Et donc, effectivement, il y a eu ces dérives-là. Et puis, il y a eu des corrections qui ont été faites, des améliorations jusqu'à aujourd'hui, le Pinel, où en fait, tu peux investir en Pinel que seulement sur 5% du territoire. Hein. C'est-à-dire sortir Avec les des zones grandes A, B, C, agglomérations, etc. Mm. voilà, zone A, bis, A, et B1. Tu n'as même plus la zone C aujourd'hui, c'est Oui, terminé. Donc, tu vois, j'ai tu vu t'es ça. vraiment, Mm. vraiment resserré. Voilà. Donc, Mm. ça a été une première correction qui a apporté de la valeur et effectivement, aujourd'hui, qui a corrigé le dispositif, même si qu'il faut toujours être vigilant sur là où on achète de toute façon. Mais j'ai envie de te dire, ça, Bassel, c'est pour l'immobilier de manière C'est les fondamentaux de l'immobilier. générale. C'est les Oui, mais le problème, fondamentaux. c'est Voilà. justement les commerciaux. Alors ça, toi, j'en doute pas. Enfin, j'ai l'impression que tu es quand même C'est hyper l'approche. compétent, hyper calé. Ouais, Mais tout le monde n'est pas forcément. Alors, je vais pas généraliser, mais tout le monde n'est pas forcément bien dans sûr. cette approche-là parce qu'il y a une approche. On en parlera après, de Oui, rémunération, de commission, etc. Mais ça, on bien verra sûr. ça après. Mais voilà, Oui, donc c'est normal qu'il y ait de la méfiance, qu'il y en ait toujours. bien Mais sûr. voilà, donc tout l'intérêt de parler avec toi aujourd'hui.
Mais oui, et Bassel surtout, ce qui est drôle, ce que tu dis sur effectivement, tu t'es fait contacter parce qu'aujourd'hui tu veux défiscaliser. En fait, tu sais pas où aller. Il n'y a pas une marque forte qui existe pour t'expliquer comment ça marche et ce qu'il faut faire Mm. ou ne pas faire aujourd'hui. Donc, tu es allé sur Internet certainement, tu as dû taper réduction d'impôts, tu es tombé sur des sites de captation de leads et puis tu es Mm. parti dans le grand On t'appelle univers direct au des téléphone et c'est commerciaux. Voilà, parti. on t'appelle Ouais. direct, ton contact a été revendu 3 fois, etc. Mm. Donc Mm. effectivement, en plus, ça a donné une image négative parce qu'effectivement, tu as ce qu'on appelle des vendeurs de leads Mm. qui ont multiplié les prises de contact pour les prospects. Et donc effectivement, toi, tu te sens noyé en disant, attends, je suis Mm. contacté 3 fois, 4 fois, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est gratuit, etc. Donc l'idée aussi, Mm. c'était de réexpliquer un petit peu tout ça et cette approche. Donc, mais j'ai envie de te dire, un professionnel, tu peux tomber sur un bon coiffeur comme sur un mauvais coiffeur qui Bien peut te sûr, bien rater ta sûr. coupe comme te la réussir. Sauf que quand on parle d'investissement locatif, d'immobilier, de défiscalisation, le ratage de coupe, La il est conséquence, plus voilà. pénalisant, voilà, que effectivement Bah, le j'aurais un coiffeur qui exemple peut après pour toi. corriger. On y viendra après Il parce faut que en j'ai un trouver exemple d'autres, d'une hein. amie. J'ai un exemple Oui, d'une amie qui est justement, mais on en reparlera après. Et voilà, ça peut impacter vraiment toutes le futur de la vie bien d'une sûr, famille mais parce que ça va bloquer exactement. d'autres projets et d'autres projets de vie. Et voilà, Exactement. Et puis ça peut être effectivement une charge mentale au quotidien qui est compliquée. tout à Et fait. donc effectivement, nous aussi dans l'approche pédagogique et la bienveillance, c'est de les amener sur des projets sécures. Quand tu audites quelqu'un, tu vas pas l'emmener sur un projet à 300 000 alors que tu sais que ça va le pénaliser pour d'autres projets futurs. Donc nous vraiment dans le Mm. cadre de l'étude que l'on fait avec nos clients, ce premier rendez-vous, on leur demande aussi, est-ce qu'ils n'ont pas envie d'acheter une résidence principale dans Mm. 2 ans? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de revendre celle qu'ils ont pour aller sur un projet plus gros? Et donc là, il faut faire attention à l'endettement de l'opération. Donc, Mm. cette approche-là, elle est super importante. Et on n'est pas les seuls à l'avoir, mais je crois quand même que dans l'ADN et dès le départ, nous, on a voulu faire ça. De sorte qu'il y a des choses qu'on fait quasiment jamais parce qu'effectivement, ça fait pas de sens. On va pas emmener nos clients sur des opérations en EHPAD, etc. J'ai envie de te dire, l'EHPAD, il y a un marché pour ça, mais tu vas surpayer ton bien voilà, sur un secteur moins bien. Tu as du rendement, etc. Alors, Donc l'idée, c'était ouais, vraiment de se concentrer sur les meilleures ok. opérations et les projets qui ont du sens. Et tu as des Pinel réussis, tu as des celliers qui sont extrêmement réussis. Tu as des celliers qui ont été faits en cœur de ville, que ce soit à Rennes, à Lille, à Bordeaux, où tu achetais à 3 000, 3 500 du mètre carré dans du neuf il y a 15 ans. Tu le revends aujourd'hui, tu as eu la défisque et tout. Mais surtout, Alors, ouais. Bordeaux est celle un ce que cas un peu à part que je connais ouais, bien aussi et bah oui, Bordeaux. qui a eu une bonne réussite, mais il y a eu des conditions qui ont fait que ça a réussi aussi. Attention, parce Bah que oui, bien sûr, c'est oui, pas oui. mal, Et puis c'est des c'est pas automatique. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est lié aussi, corrélé au projet de la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des projets urbains Mm. entiers. Donc, il faut que derrière, il y ait les équipements qui soient faits. C'est-à-dire que ton programme, là où il se situe, qu'est-ce qui se passe autour, comment ça bouge, comment c'est aménagé pour les 10, 15 ans futurs. Mais ce Mm. qui donne une image parfois un peu négative, là, tu as parlé d'abord de rendement, toi, c'est ce que tu recherchais, etc. C'est déjà la compréhension de la différence entre le neuf et l'ancien. Le neuf, c'est peu connu. Pourquoi? Parce que le neuf, c'est 10% du marché immobilier. Et si je parle d'investissement, c'est 4 à 5% du marché global de volume de transactions, Mm. l'investissement Mm. Pinel, etc. Donc, déjà, il y a une méconnaissance du sujet Mm. par rapport à l'ancien, qui est 90% du marché, donc on connaît un petit peu mieux. Mm. Mais surtout, c'est qu'on achète plus cher au départ. Et donc déjà ça t'alerte. Tu dis, Ouais. attends, moi j'achète plus cher de 20% à peu près en moyenne, Ça 20-25% peut au être départ. plus, hein. Moi, j'ai vu plus que Ça 20% peut être en plus, moyenne, ouais, bien parce sûr. que, Mais ouais. c'est aussi dans le choix des projets d'être cohérent. Mm. Mais Mm. quand tu penses ton investissement long terme, je veux dire, un investissement, on n'est pas enfin, je parle pas pour les marchands de biens, je te parle pour l'investisseur lambda qui va faire un ou deux Le investissements dans sa vie. particulier, ouais. D'accord? Mm. Le particulier lambda. Il va pas faire un investissement sur 5 ans, 6 ans, 9 ans. Il va le faire sur 10, 15 ans peut-être, tu vois. Donc, c'est Mm. déjà expliqué qu'il y a des coûts qu'on ne maîtrise pas toujours sur un projet immobilier, même dans l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un bien immobilier dans l'ancien, sur 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Déjà à l'achat, tu vas avoir des frais de notaire qui vont être un petit peu plus élevés. Et puis aujourd'hui, tu vas devoir faire des travaux, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, où le DPE, il y a 10 ans, tu t'en fichais un petit peu. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre C'est vrai que les d'acheter un travaux aujourd'hui, c'est logement plus un E. sujet actuellement qu'il y a 10 ans. Tu as un DPE E, ça sert, même c'est limite, c'est inutile de le mettre en D, parce que ton DPE en D, il va peut-être être revu et corrigé dans 3-4 ans, puisque les critères de DPE changent, et il va repasser en E. Donc aujourd'hui, tu achètes un logement ancien, tu es obligé de faire des travaux d'isolation, de rénovation qui sont C'est même très importants. Donc c'est conseillé pour des des raisons fiscales aussi, mais oui.
C'est conseillé pour des raisons fiscales, mais c'est surtout conseillé pour le confort de ton locataire et puis surtout toi Ouais, pour bien sûr. éviter de te faire retoquer parce que la loi climat et résilience, elle te dit bah, tu peux plus augmenter ton loyer ou tu peux plus Mm, mettre en location ton logement si tu n'as pas fait les travaux nécessaires. Donc, mm, sur 15 ans, tu vas aussi avoir des coûts de copropriété. C'est-à-dire que si au bout de 6 ans, la copro décide de ravaler les parties communes et à la 10e année de refaire la toiture et à la 14e de, je sais pas moi, refaire la façade et qui sont votés, toi tu revends, quel est le coût de ton bien immobilier entre le prix de départ et tout ce que tu as pu mettre derrière, entre tes frais de notaire plus élevés, tes travaux et les travaux de copro sur 15 ans. Bon, ben, le mm. vrai coût, il faut l'imaginer sur 15 ans parce qu'un investissement locatif, c'est long. Dans le neuf, c'est un peu une autoroute. Oui, tu payes plus cher au départ, mais effectivement, sur 15 ans, quand tu retires le trait, il y a un équilibre. Et d'un côté, tu as du levier fiscal, de l'autre côté, tu n'en as pas. Donc, il faut bien comprendre aussi que tu as continué de payer tes impôts. Donc, si tu veux, à un moment, il y a un équilibre des prix qui s'est fait. Et puis, au bout de 13-14 ans, tu revends quand même un logement qui est sur le plan du confort thermique, sur le plan des DPE, qui est aux dernières normes et qui n'a pas trop de travaux, sur lequel tu n'as pas eu de travaux de copropriété. Et c'est ça qu'on doit expliquer aussi aux clients, c'est qu'effectivement, ne partez pas du principe que le prix d'achat de départ est plus élevé. Oui, il est plus élevé. Et il faut être cohérent. Il ne faut pas qu'il y ait un écart trop important. Mais songez bien que sur 15 ans, tout ça va s'équilibrer, voire même pour certains, devenir plus performant sur du logement neuf. Et ça, effectivement, c'est de la pédagogie qu'il faut expliquer à nos clients. Voilà. Alors nous, on est très bien placé pour ça parce qu'on calcule le rendement et la rentabilité avec Je sais, bien sûr. avec le cash flow sur la durée et la prise en compte de la revente. Et donc en fait, Bien là, sûr. si on résume ce que tu dis, on achète un bien neuf, c'est plus cher à l'achat, en moyenne 20%. Oui. Il y a une Frais de économie notaire plus d'impôt, bas. frais de Oui. notaire plus bas. Ça, c'est les avantages. Oui. Pardon, l'inconvénient, c'est prix plus cher. Avantage, frais de notaire plus bas. Travaux moindres, évidemment, puisqu'on achète du neuf. Et des travaux d'entretien Travaux aussi zéro moindres même, pendant j'ai la envie de te durée. dire. Travaux Travaux zéro zéro. départ et travaux d'entretien pratiquement zéro ou réduit. Réduit Et au moins ensuite, sur 15 ans. ouais, ouais. Et ensuite, tu as l'économie d'impôt. Alors, je crois que c'est combien, pour rappel, l'économie d'impôt, c'est une vingtaine de pourcents. Alors, c'est 21%. En fait, en gros, aujourd'hui, il y a deux Pinel qui se concurrencent. Tu as le Pinel dit classique, qui est à Et Pinel Plus. 1,75% voilà, Mm. le Pinel classique, c'est 1,75% du montant du prix du bien en économie d'impôt pendant 6 ans, et après, c'est 1,66% les 3 années suivantes. Ensuite, je vais même pas D'accord. parler de la suite, puisqu'effectivement, Du au bout de 12. 9 ans, il vaut mieux switcher. Ouais. Et tu as le Pinel Plus, c'est 2% du prix du bien en économie d'impôt avec les frais de notaire. Disons que je te donne un exemple, Bassel. Tu achètes un bien qui fait 200 000 euros, frais de notaire inclus. En gros, tu as Mm. 4 000 euros chaque année d'économie d'impôt pendant 9 ans en Pinel Plus. Donc, tu récupères 4 000 euros d'économie d'impôt qui servent à financer ton bien. D'où l'importance de bien regarder la rentabilité de ton achat pour pouvoir avoir des efforts d'épargne à 400 euros. Nous, on a trouvé des efforts d'épargne à une centaine d'euros sur ce genre de Mm. choses. Fiscalité comprise, gestion comprise et assurance locative comprise, 100, 150. Avec les taux un petit peu plus hauts aujourd'hui, tant pis pour les gens, mais on est plutôt à 200, voire 250. Mais on arrive à trouver ce type de projet. Il suffit Donc, d'être ça sélectif et de s'adresse. bien regarder. Mais, ouais, mais du coup, ça s'adresse. Donc, il y a quand même un minimum pour assurer un minimum de Oui, rentabilité dans le neuf. Il oui. faut être à minima très imposé, enfin imposé à un certain Ouais, niveau. imposé. Ouais, ouais. On va Imposé, dire on va dire. un 3005, c'est le minimum 3005, tu vois, parce Oui, qu'effectivement, parce qu'un projet 3005, de 4000 150 000. euros, Ouais, parce qu'un projet de oui, il n'y 150 en a 000 pas euros. beaucoup. Donc ça commence. Voilà. Toi, tu dis que c'est plutôt dans les Eh 200, oui, quoi, j'ai envie de te un dire, projet Bastien, aujourd'hui. c'est qu'il n'y en a pas Voilà. Donc, beaucoup des projets à 150 000 euros en Pinel. Et c'est surtout, ils sont pris tout de voilà. suite d'assaut. Et puis surtout, quand tu payes que 3 000 euros d'impôt, il peut y avoir des sujets. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'enfants, etc. Nous, dans Mm. l'étude patrimoniale, ce premier rendez-vous que l'on opère, moi, tu vas me dire, Bastien, ben moi, j'ai 3 enfants, mais en fait, j'en ai un qui quitte le foyer fiscal dans 3 ans. Ah, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu perds une part. Donc, effectivement, l'impôt que tu C'est ce que avais j'allais te à dire, 4 c'est 000 que euros l'impôt ça va évolue. passer à 6 000. Oui. Eh oui, l'impôt, ça évolue. Donc, effectivement, c'est à toi d'anticiper aussi ce genre de choses. De dire, ouais, aujourd'hui, effectivement, vous n'avez que 4 000 euros, mais vous allez basculer à 6 000 dès que votre aîné va Mais partir. Donc, ça, c'est aussi du travail de pédagogie et d'explication dans le temps. exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est la partie un peu patrimoniale qui, je pense, essentielle. C'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui vendre un Essentiel. Pinel sans faire un accompagnement patrimonial. C'est impossible. Ça serait Personne fait malhonnête. ça. Voilà. Alors, ça Et serait donc, malhonnête, bien voilà. sûr. Et Ce que du je veux dire, coup, vas-y, quelqu'un qui te vas-y. dit, moi, je vais me mettre au vert, je vais arrêter de travailler, je vais me mettre au vert dans 3 ans. Le Pinel, c'est peut-être pas fait Ben, pour ça lui. marche pas. Ça Ben, marche c'est pas pas. fait pour Ouais. lui. Voilà, non, c'est pas fait pour lui. Et puis surtout, d'autres sujets. Tu arrives, toi, tu payes 35 000 euros d'impôt, tu es sur une tranche à 45%. Ben, le Pinel, il n'est Mm. pas fait pour toi pour une raison simple.
c'est que le Pinel, pendant 6 ans au minimum, tu vas déclarer tes revenus en nu. C'est-à-dire qu'effectivement, au réel, Oui, je veux dire, parce pardon. que c'est imposable. Voilà, c'est ça. Oui, et tu es obligé de faire de la location nue. Donc, il n'y a Mm. pas, comment dirais-je, de possibilité de mettre en place du meublé, d'amortir Mm. le prix de ton bien, etc. Donc, ça ne va pas passer. C'est pas le genre de choses qu'il faudra pour toi. On va plus se resituer sur du Malraux, voire sur du monument historique. Mm. On pourra y revenir ensuite pour t'expliquer un petit peu les différences Mm. par rapport au Pinel, ce genre de choses. Mais dans la pédagogie, ça, c'est important. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini le temps où je dis je fais un Pinel pour 6 ans, je défiscalise que pour l'économie d'impôt, puis je le revends, ou au bout de 9 ans et tout le monde revend en même temps. Déjà, c'est pas vrai. Tout le monde ne revend pas en même temps. Et puis aujourd'hui, ça fait sens de conserver son bien, parce qu'effectivement, on se l'a dit tout à l'heure, mais ton bien, il ne va pas générer beaucoup de travaux, il est aux dernières normes, donc tu n'as pas de rénovation énergétique à faire de ton logement dans 6 ans ou 9 ans. Donc tu peux très bien faire du Pinel pour commencer, que ce soit sur 6 ans ou 9 ans, et puis rebasculer derrière en régime meublé, ce que tu disais tout à l'heure, le LMNP, qui va venir en fait finalement contrecarrer la fiscalité foncière générée par ton bien parce que tu es en déclaration, t'es en location nue. Alors, Donc effectivement, c'est des possibilités de contrecarrer mm. la fiscalité foncière, puis finalement de poursuivre la location de ton logement en augmentant le loyer si le loyer plafond Alors, Pinel était en deçà du il y a un marché. petit inconvénient. Je mets un bémol à ça. Alors, tu as raison hein, Vas-y, sur le principe, mais quand même un sur la bémol. faisabilité. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu vas meubler au bout de 10 ans ou je sais pas 9 ans, 10 ans, Oui. 15 ans, Mhm. le problème c'est que tu ne peux plus amortir l'achat. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect intéressant. Alors c'est je rappelle quand même pour ceux qui comprennent pas forcément tous les détails, mais quand on fait de la location meublée non professionnelle, donc LMNP, on peut LMNP, oui. amortir, ou en SCI d'ailleurs, on peut amortir le bien lui-même, ce qui vient en déduction des revenus et qui annule quelque part les revenus et annule La un impôt fiscalité nouveau. foncière, Ça bien réduit pas sûr. son impôt, hein, mais ça annule l'impôt nouveau foncier Généré par des dû revenus au bien, fonciers, généré par les exactement. revenus du bien, voilà, pour être précis. Mais cet amortissement, il y a une grosse partie qui est due à l'amortissement du bien lui-même. Et ça, Bien sûr. quand on le fait au bout de 10-15 ans, comme l'achat a été fait 10-15 ans auparavant, bah, il a déjà été on part pas du même montant, donc on a moins d'amortissement. Mais bon, ça reste du location meublée, on loue plus cher que du Pinel, on est d'accord. On peut faire des Exactement. Et travaux tu parce qu'il peux, faut meubler, il faut rénover aussi un petit peu parce qu'au bout de 15 ans, faut bah, rénover, faut oui, peut-être oui, oui. Et puis réfléchir. surtout, Voilà. tu switches de régime. Alors, non, tu peux faire de l'amortissement sur ton bien, passer Oui, le mais il régime sera Pinel. Il y moindre, a c'est juste ça que je dis. il sera moindre, mais il restera quand même toujours important. Et puis surtout, tu Les frais de notaire, redémarres par exemple. quasiment. Ouais, mais les frais de notaire, par Ouais, exemple, tu ne peux pas tu les, les déduire parce qu'ils ont mais été tu les, payés 15 les ans Bassel, auparavant. tu les as, oui, mais tu les as Mais tu déjà les as eu déduits réduits. finalement voilà, tu les as déjà, si tu veux, déduits de Mm. la location nue que tu as La opérée au location nue, ouais, départ. tout à fait. Tout à Tu fait. peux faire de Non, non, l'amort, tu peux pas basculer. le foncier, pardon, pas le foncier. Ouais, mais tu peux basculer Pas les frais de de notaire, ton. pardon. Mm. Non, non, pas les frais de notaire, tu les as déjà, les frais de banque, etc., tu les as déjà amortis au départ parce que tu étais sur la déclaration de revenus au réel. Ça, Mais oui, 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 l'amortissement oui. comptable que tu peux faire Mm. sur ton bien, Mm. tu peux Mm. toujours le faire puisque tu vas basculer d'un régime bénéfice non industriel, enfin pas bénéfice, mais tu vas passer sur un régime BNC si tu veux. Tu vois et donc tu vas pouvoir effectivement Mm. switcher. Le seul inconvénient de ça, c'est que entre guillemets, quand tu fais de la location nue, c'est des baux de 3 ans. Donc, tu vas pas toujours, au bout de 9 ans, dire bon, bah, je rebascule tout de suite sur du LMNP. Il est Il possible faut que que tu ton attendes de dernier pouvoir le faire. Ouais. locataire, il soit rentré Mm. à la 8e année et Mm. du coup, tu es obligé d'attendre la Mm. 11e année. Mm. Bon, bah, c'est comme ça. Mm. Voilà, mais tu peux très bien utiliser cette arme-là et continuer la location de ton bien et en annihilant la fiscalité foncière générée par ce dernier. Donc, tu as une espèce de coup Mm. double. Mais tu peux bien faire un Pinel aussi 6 ans et basculer à la 7e année si Mm. le bail se termine bien comme il faut, sur un Mm. régime meublé. Donc ça, c'est Mm. quand même un avantage, c'est-à-dire que tu as fait la défiscalisation et puis tu as fait également le régime LMNP. Donc c'est ce qu'on Ouais. explique aux clients, ne revendez pas, en tous les cas, ne Mm. revendez votre bien qu'à partir du moment où vous avez besoin de récupérer du cash. Je m'explique. Admettons que, tu vois, au bout de la 13e année, il te reste 100 000 euros de capital restant dû à rembourser et ton bien Mm. vaut 220. Bon, bah, tu dis, je revends, je récupère 120 000 euros de capital restant dû. Ça vient financer les études, ça vient financer l'achat d'une Mm. résidence secondaire, ça vient. Mais si tu n'as pas besoin de ce Mm. cash, bah, continue parce que chaque année, tu vas capitaliser 10 000, 12 000 euros. C'est le principe de l'investissement locatif. Mm. Mais ça marche aussi en Pinel. Il n'y a rien qui oblige à revendre son Pinel. Mm. Continuez de le louer en basculant de régime. Souvent, vous allez faire un petit saut
de loyer en plus, donc vous allez récupérer du loyer en plus. Bon, après, il n'y a plus d'économie d'impôt. Donc ça, c'est assez drôle, c'est que quand tu as goûté à ce type de dispositifs, quand ils sont réussis, bah, tu recherches toujours un petit quelque chose pour défiscaliser. Donc souvent, tu vas revendre parfois ton bien pour repartir sur un projet de défiscalisation. On verra dans 10 ans quels seront les dispositifs qui existent. Bon, bah là, le Pinel, il reste en gros 2 ans pour le faire, parce qu'après, effectivement, il y aura autre chose, différent, certainement. Il y a quand même un inconvénient, c'est que tu es bloqué au moins 6 ans. Et il y a T'es bloqué 6 ans, oui. Et donc si quelque chose change et que tu aurais voulu le faire au bout de 4 ans, bah non, il va falloir que tu attendes au moins 6 ans. Oui, 6, 9, voilà. bien sûr. Alors, il y a plusieurs critères. Oui, tu as 6 ans d'engagement minimum. Mais j'ai envie de te dire, en immobilier, si tu fais de l'investissement, on reprend le particulier, hein, Bassel, hein, pas le serial en moyenne, investisseur. la revente, c'est moyenne 6-7 ans, on va dire. 7 ans. Oui, voilà, 7 ans sur un premier achat. Mais là, tu vas pas le faire. Quelqu'un qui veut préparer sa retraite, etc., c'est pas un serial investisseur, etc., parce que si dans l'ancien, Bassel, si dans l'ancien, t'as des frais de notaire à 8, tu as fait 25 000 euros de travaux, tu revends au bout de 5 ans, tu as intérêt vraiment, vraiment à avoir acheté beaucoup, beaucoup moins cher avant d'avoir remboursé déjà ces premiers frais-là. Hein, d'accord ? Donc, l'investissement locatif sur 5-6 ans, il est plutôt rare. La plupart des gens vont quand même poursuivre des investissements locatifs sur une dizaine, douzaine, 13, 14 années finalement aujourd'hui. Tu vois, c'est rare de revendre son investissement locatif tout de suite. Tu vois, des fois, tu achètes ta résidence principale. Je confirme, c'est mon cas personnellement. Ouais, voilà, tu conserves le bien. Donc, dans l'explication que l'on a du dispositif, de ce que l'on a, on l'explique. Nous, notre force, c'est d'avoir 100% du stock. C'est-à-dire que nous, on peut aller partout. On n'est pas un CGP lambda qui a 3 mandats, 4 mandats avec des promoteurs et qui finalement sortir des opérations de ces promoteurs qu'il a là, il a rien. Nous, on peut aller piocher partout. Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon, on va où on veut et là-dessus, on peut sélectionner du Cogedim, du Ogic, du Bouygues, du Emerige, on fait ce qu'on veut. On va sélectionner la meilleure opération sur un secteur. Je te donne un exemple. Voilà, c'est ce que je vais te poser comme question. Comment tu choisis cette meilleure opération? Oui, je te donne un exemple. Sur Tours, je ne vais pas citer les promoteurs, mais sur Tours, on avait 2 opérations différentes, situées à des secteurs différents, mais il y en a un qui était 20% plus cher que le prix de l'ancien, à peu près, donc ce qui était très cohérent sur du Pinel, hein, une fois qu'on explique tout ce qu'on s'est dit. Puis tu as un autre, tu étais à 35, 40. Bon, effectivement, on s'est orienté sur l'autre opération. Je ne vais pas citer les promoteurs, parce que des fois, ils sont meilleurs. Mais la différence est incroyable. Mais là, c'est-à-dire que là, on est du simple au double. Alors, t'imagines la plus-value à la revente, tu perds la moitié de… non, parce que celui qui était à 35% était dans un secteur plus central. Mais Bassel, le truc, c'est que la rentabilité était la même. C'est-à-dire que comme tu es plafonné en loyer Pinel, que tu achètes ton T2 on est plafonné à 200 000 ou ton T2 à 180, tu avais le même loyer. Donc, effectivement, oui, tu étais sur un secteur plus patrimonial, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est aussi, à un moment, si tu es froid et cartésien, c'est le rendement de ton opération. Donc, il y en a un qui coûtait beaucoup plus cher, finalement, en termes d'effort d'épargne, alors que l'autre tournait tout seul. Et si tu tires le trait sur 10 ans, 12 ans, 13 ans, moi, quand je faisais une sortie sans revalorisation, l'opération qui avait le plus marché, c'était celle qui était à 20% au-dessus du prix de l'ancien et pas celle qui était à 35. Voilà. Parce et que ça fait partie du choix. Tu contrôles. Oui, parce que là, tu as contrôlé l'inconvénient majeur du neuf. Et il faut le dire à tout le monde. Aujourd'hui, acheter un bien immobilier, c'est d'abord bien acheter. Bien négocié, bien acheté au bon prix. Placement, exactement. Ça, c'est la base de n'importe quel achat immobilier. Peu importe ancien le ou neuf, système, la défisque ou pas. Ancien ou neuf. Exactement, tout à fait. Voilà, exactement. Donc là, forcément, comme tu as économisé 15%, et forcément, tu as amélioré la rentabilité, le rendement, lui, courant, et puis tu as amélioré la rentabilité à la revente. Donc au final… Bien sûr. Mais nous, on a fait des opérations avec des efforts d'épargne à une centaine d'euros, mais pas plus. Avec, en fait, le seul coût, c'était la taxe foncière et la gestion locative. On arrivait à trouver entre l'économie d'impôt et les loyers perçus des opérations quasi blanches. Nous, on intègre tout, c'est-à-dire qu'on ne ment pas à nos clients en leur disant le loyer, il est à 800,
le crédit à la 800, vous n'avez pas d'effort d'épargne. Bah non, en fait, c'est pas vrai parce que tu vas faire de la gestion locative, tu vas pas pouvoir toujours gérer ton bien. Tu vas peut-être prendre des assurances, tu vas avoir une taxe foncière à payer, etc., etc. Donc, tu as des frais comptables. Enfin, bon, tu sais, si tu fais du LMNP, même dans l'ancien, tu as des frais comptables. Notre simulateur le calcule, calcule le Pinel aussi d'ailleurs. Mais exactement, voilà. Donc ça, c'est très bien. Et nous, comme toi, effectivement, on a cette vocation à être un peu dans la techno, à proposer effectivement de l'innovation à travers des outils, des simulateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on se rejoint là-dessus. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire de tout regarder en fait, et toujours bienveillant dans notre approche. Et ça, c'est important. Peut-être que si on s'était rencontrés à l'époque, bon, à l'époque, tu m'as dit, c'était en 2008, 2009, t'étais? Moi, c'était il y a longtemps, là, parce que c'était 2009, ça aurait valu le coup, hein. T'étais sur le super cellier, quoi. Hein. C'était vraiment longtemps. Mais alors, avec le recul, j'ai bien fait de pas le faire. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, j'y connaissais rien et j'avais pas un interlocuteur. Et c'est tout ce qu'on dit là, bien acheter, comparer les prix au mètre carré, tout ça, c'est pas du tout quelque chose d'intuitif pour quelqu'un qui rentre dans la vie active. Là, on parle de nous, voilà, on est âgé. On a déjà on a de l'expérience, on a fait plusieurs projets. Oui, mais c'est dur du coup. Mais c'est dur, c'est un apprentissage. C'est dur de savoir à qui faire confiance. Avec toi. Voilà, mais évidemment, et puis c'est tellement l'investissement immobilier, l'achat même global, c'est-à-dire emprunter, c'est l'achat d'une vie pour certains. Qu'est-ce que tu vas acheter de plus cher que ça? Bah rien en fait, sauf à acheter un avion ou un hélicoptère. Mais tu vas acheter un bien immobilier, donc tu y mets énormément d'affect et il y a énormément de pression. Et donc il y a tout un travail de pédagogie, d'explication et de désir de compréhension. Il y a des gens qui vont te faire confiance. Ça va être beaucoup plus facile de faire un investissement locatif avec quelqu'un qui a déjà acheté sa résidence principale, qui a 45 ans, qui a 150 000 euros de côté. Lui, il va pas trop se poser de questions. Quelqu'un comme toi, Bassel, qui avait 25 ans, allez, 23, 24, 25 ans, qui commençait à travailler, qui avait peut-être pas forcément encore acheté sa résidence principale, qui avait pas forcément à Paris, va t'engager. Bah voilà. Alors, va t'engager dans un investissement locatif. C'est générateur de stress. Et même à la limite, j'ai envie de te dire, achète d'abord ta résidence principale. Ça sera peut-être. Mais c'était compliqué. C'est toujours le cas à Paris. C'est toujours le choix. Il est compliqué c'est très difficile d'acheter quelque chose de décent voilà à Paris. À Paris, quand on débute. Oui, parce que tu te dis voilà, pour 200 000 parce que les prix sont très élevés. Pour 200 000 euros, j'ai 15 mètres carrés et quoi. Dans 2 ans, j'ai envie de vivre dans 35. Je suis fichu en fait. Donc Paris, c'est un marché à part, très bien, très spécifique, qui explique aussi ce qu'est l'immobilier. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, tu peux te faire la comparaison. À Paris, pour 200 000 euros, j'ai un 15 mètres carrés si j'intègre les frais de notaire et les travaux. Dans une région, je peux avoir une maison qui fait 150 mètres carrés avec 2000 mètres carrés de jardin. C'est la même chose, hein, c'est de l'immobilier. Sauf que le prix n'est pas du tout le même. Voilà. Et donc, ça complexifie aussi le marché de l'immobilier, la compréhension de ce marché-là. Ça, c'est important. Mais c'est cette pédagogie-là qui fait qu'effectivement, avant, on a tout balayé. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre un exemple concret pour que les gens comprennent. Et un exemple concret, cette fois d'une amie à moi une amie à moi qui habitait à Paris, donc qui était vraiment dans la cible, le cadre, qui paye de l'impôt, qui a un bon revenu, etc. Et qui a acheté, alors en 2014, je crois, 235 000 euros au Bourget, 44 mètres carrés, on va dire, avec un parking neuf. En 2014, d'accord. En Duflo. En 2014. Donc j'ai regardé un peu. Donc aujourd'hui, elle est un peu, comment dire, la corde au cou. Pourquoi? Parce que c'est à peu près 700 euros de loyer max. Je sais plus exactement. C'est à peu près ça. Crédit de 1200, crédit de 1250 euros. Et si on regarde les prix aujourd'hui sur Meilleur Agent, j'y suis allé juste avant de faire cet enregistrement. Et on est à 3400 euros du mètre carré en moyenne. Donc peut-être qu'il est un peu au-dessus de la moyenne, mais bref, si on prend la moyenne, ça fait 150 000 euros. Et il y a un parking, donc c'est peut-être plus que ça évidemment, mais on est loin de 230. Il y a eu une baisse puis une hausse. Voilà, c'est le marché du Bourget. Bien sûr. Sauf que maintenant, elle se demande comment faire. Elle se dit, j'ai un boulet que j'ai payé trop cher. Et je pense que ça rejoint ce qu'on vient de dire sur les prix. C'est-à-dire que ça semble, je pense, alors après, elle a été conseillée par quelqu'un
plutôt Ah, commercial, de la famille. Donc il y avait une confiance parce qu'il était dans la famille, tu vois. Après bien sûr. il y a un contexte, hein. C'est pas Oui, toi qui l'as conseillé évidemment, mais c'est pour bien dire aux sûr. gens voilà comment on peut se faire avoir dans Oui. le neuf et qu'on se retrouve avec un boulet parce que voilà maintenant c'est très compliqué à revendre parce que on a une grosse moins-value, que on ne peut pas Moi, en tirer un alors, gros Bassel, loyer parce qu'on est bien sûr. plafonné, etc. Alors, Bassel, effectivement, en 2014, 44 mètres carrés, 235 000 euros au Bourget. Je connais pas le projet, je sais pas ce qui a été vendu, Ouais, etc. Mais certainement qu'elle s'est trompée parce qu'aujourd'hui, tu as des T2, t'as des voilà. T2 à ce prix-là. Donc, il y a un problème. Normalement, le Mm. marché du Mm. neuf suit aussi le marché d'ancien. C'est-à-dire que si tu es 20% au-dessus des prix du mètre carré entre l'ancien et le neuf, je veux dire, à un moment, le marché de l'ancien va aussi, lui, monter entre 2014 et Oui, 2023. Il s'est passé oui. 9 Là ans il au y a un Bourget. problème. Là il y a un vrai problème. Là, il Ouais. y a un truc au départ qui ne va pas. Enfin, je ne sais pas Mm. qui, quoi, qu'est-ce qu'elle a Mm. acheté, mais il y a un problème. Si elle achète il y a en Mm. 2014 quelque chose qui est au même prix, là aujourd'hui, elle est obligée finalement de le conserver. La moins-value me Bah semble ouais, c'est ce que très tu énorme. Moi, disais. Mm. je t'avouerai que j'ai souvent quand on m'explique ce genre de projet, j'ai un peu du mal à y croire. Quand moi je vois que j'ai revendu Mm. des T3 dans des secteurs similaires en 2019 à 210 000 euros, Mm. j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre comment elle a pu se tromper à ce point-là Je pense que au départ. la leçon à retenir, et puis à l'époque, il y avait peut-être pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui pour Oui, avoir bien sûr, une vue sur le marché immobilier. bien Mais c'est sûr, vrai que bien sûr. si on peut te donner un conseil aujourd'hui, et tu l'as rappelé juste avant, c'est Oui. vraiment le prix d'achat, faire très attention à combien on paye. Et du coup, question, euh, est-ce qu'on peut faire une bonne affaire dans le neuf? Est-ce qu'on peut négocier? Comment ça fonctionne? Quels sont les leviers de négociation et comment on peut Alors, faire une bonne affaire en alors, étant plus malin que nous, les autres, on va dire, dans le neuf? alors, déjà faire confiance à des gens qui s'y connaissent, ça c'est quand même une chose qui est importante. Nous, ce qu'on va faire, c'est Hmm. qu'effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, on va même faire des tableaux comparatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va présenter des projets, on arrive au troisième rendez-vous. On a eu un premier rendez-vous où on a fait une étude patrimoniale. Un deuxième rendez-vous, on a expliqué la pédagogie et comment on t'accompagne. Troisième rendez-vous, on va te présenter des projets qui sont en adéquation avec la Hmm. stratégie qu'on s'est fixée. Bah, on va pas t'en présenter qu'un, on va peut-être t'en présenter trois, quatre qu'on aura sélectionnés. Et puis, à travers ces trois, quatre projets, te dire, bah voilà, ça, c'est tant de rendement, ça, c'est tant d'efforts d'épargne, ça, c'est tant d'économies d'impôts, ça, c'est tant de prix au mètre carré, etc., etc. Donc, on a des tableaux comparatifs qui te permettent, toi, de sélectionner effectivement la meilleure opération sur le sujet. Donc, en fait, c'est de faire confiance parce que toi, tout seul, tu vas pas pouvoir. Enfin, toi, Bassel, tu vas pouvoir parce que tu connais le métier, mais quelqu'un dont c'est pas le métier, qui a deux Hmm. enfants, qui a un boulot, qui a des projets Hmm. perso, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc, il faut que tu se reposes un moment sur la confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que tu fasses confiance au conseiller. Et donc, ça, c'est dans l'approche, c'est la façon dont tu as le contact avec la personne qui va t'accompagner, que ça marche. Voilà. Et Hmm. c'est lui, dans cette approche-là qui était là dès le départ, en fait, quand on présente un bien, Bassel, on fait toujours, on se met à la place de notre client et on se dit voilà, moi je suis monsieur, madame, ce projet-là, ce T2 à Lille, est-ce que je le fais ou pas si c'est moi? Est-ce qu'il est cohérent? Si la réponse est oui, je présente l'opération. Si la réponse est non, je passe à autre chose. Et donc c'est pour ça que nous, on se tire un peu les cheveux pour sélectionner des projets. Pourquoi? Parce qu'aussi, on a tellement de choses à vendre qu'effectivement, on a un marché qui est pléthorique. Donc nous, on a des outils Hmm. qui nous permettent effectivement avec la data de dire ok ouais ça c'est cohérent prix au mètre carré ça c'est ça c'est ça c'est ça ça ok ça va ça vaut le coup ça c'est cohérent de faire ça cette opération là bien et même dans une opération sur une même résidence tu as des logements même surface qui Hmm. sont meilleurs que d'autres tu vois ce que je Bah, veux t'as dire la terrasse et en donc haut, le tu as la rez-de-chaussée en terrasse en bas haut, avec le le petit rez-de-jardin, jardin. si tu Enfin as un voilà. beau jardin, il est plein sud, il est plein nord, etc. Donc Hmm. nous aussi, on va sélectionner hier, c'est marrant, je faisais l'exercice sur une opération en LMNP, parce qu'on fait aussi du LMNP sur du neuf, hein, ça fonctionne aussi très bien, voire de la Ouais, colocation j'ai entendu. sur du neuf, ça c'est très très fort, parce qu'effectivement, là pour le coup, quand tu fais de la colocation, le neuf c'est souvent placé, bien placé, près des facs, près des écoles, etc. Donc la colocation dans le neuf, ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as un logement confortable, tu as peu de charges de copropriété, les locataires vont pas payer beaucoup d'électricité, etc. Et puis ils vont être bien dans leur résidence. Donc en LMNP, ça Hmm. marche très bien, notamment pour les clients qui n'ont pas d'objet de défisque ou qui sont à l'étranger et qui finalement veulent investir en France parce que quand même malgré tout, si tu es expat,
investir au Vietnam ou investir en Australie, c'est quand même un peu plus compliqué quand tu es français. Mais si tu veux investir en France, tu as aussi une notion de ne pas avoir à gérer finalement les travaux, ce genre de choses qui nécessitent d'être présent et d'être là. Donc souvent, le neuf peut aussi, au-delà de la défiscalisation, être intéressant, notamment sur de la colocation ou sur du meublé, on en fait de plus en plus. Donc, l'objet, la question que tu avais, Bassel, c'était de dire comment tu es vigilant finalement sur les prix, etc. Bah, c'est de faire confiance à ton conseiller, en fait. C'est surtout ça, en fait. Et c'est d'être confiant dans l'approche, tu vois, et dans la pédagogie. Tu vas le voir tout de suite, toi, des chiffres. Si, Bassel, je te montre un truc où tu as 500 euros d'effort d'épargne, Et comparer les qui est prix, à quoi. 30% au-dessus, qui est à 30% au-dessus du prix du marché ou 35%, tu vas me dire, mais Émeric, ça va pas, en fait, ce que tu me proposes, je sais où je gagne. Si j'arrive avec quelque chose de cohérent, où tu vois que je suis à 20% à peine, voire, mais des fois, moins, hein, Bassel, on a trouvé des choses où tu as 10% de différence avec le marché de l'ancien. Ce qui est compliqué aussi, c'est souvent dans le neuf, tu vas pas tout prendre en compte. Tu vois, dans l'ancien, tu n'as pas toujours un parking. Ça, il ne faut pas me raconter d'histoire. Tu achètes dans l'ancien, voire du bel ancien dans le cœur de Bordeaux, ton parking, tu l'as pas. Donc, tu dois comparer ce qui est oui, il n'y a pas de comparable. parking. Effectivement, Très tu n'as pas de compliqué. parking, tu as un petit balcon, l'autre, tu as 10 mètres carrés de balcon, tu as effectivement un parking, etc. Donc, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, les vrais prix aussi Mais si tu sur trouves, meilleurs agents, si tu trouves, net vendeur, hein, sur les meilleurs agents, c'est net vendeur, celle des prix. Hein. C'est pas les prix frais d'agence inclus, hein, c'est les prix net vendeurs et ça ne reste que des données. Mais si tu trouves, si tu trouves 10% d'écart avec l'ancien, c'est génial parce que là tu te rapproches vraiment du. On en a. Voilà, tu améliores grandement ta rentabilité. On en trouve. Tu vois, si on intègre le prix parking et qu'on le retire, on arrive à du 10, 12, 13, 14%. Alors, tu vois, quand tu n'as que 2% de frais de notaire avec ça, on a trouvé des opérations extraordinaires à Lille, même en Île-de-France, on en a trouvé. Voilà. Mais il faut bien les chercher, ça prend du temps. Ouais, moi je donne cet exemple parce que malgré tout, bon, c'est vrai que notre simulateur il va montrer que dans 80% des cas, le LMNP ancien va être plus intéressant que le Pinel si on regarde juste sans faire cet effort de prix, de recherche, etc. Maintenant, si on fait l'effort de recherche et de prix, j'aime bien le cas de Bordeaux parce qu'en fait, si tu avais acheté du Pinel, et il y en a eu plein des programmes dans le centre, il y en a encore plein dans le centre de Bordeaux. Tu achetais du neuf, l'écart était pas trop important entre l'ancien et le neuf, et en plus ça a explosé pendant quelques années, ce qui fait que le neuf a été une super affaire. En plus, c'est acheté dans le centre, donc toujours pareil dans l'immobilier, les fondamentaux bien achetés au bon endroit, etc. Bah oui, là ça marchait. Puis en plus, tu avais la terrasse, voilà, t'as tout gagné et tout va bien, quoi. Mais ce que tu avais en exemple à Bordeaux, tu l'avais à Lille, tu l'avais à Rennes. Voilà, tu l'avais ailleurs. Moi, je connais Bordeaux, donc je le dis. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Bah oui, parce que ça a explosé partout. Ouais. Et si tu avais acheté à Bordeaux, mais vraiment loin, bah tu te serais trompé. Il y en a un qui a réussi, l'autre qui a raté, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, c'est le choix, l'emplacement. Mais tu peux te tromper aussi dans l'ancien. On va pas se raconter d'histoire. Tu peux te tromper à mal calculer le coût de tes travaux, n'avoir pas fait attention à ta copropriété qui finalement va générer aussi beaucoup de travaux. Moi, j'ai de l'ancien et j'ai ravalement de façade. Là, cette année, là, on a fait la totale. J'ai été président du conseil syndical, donc j'ai voté tous ces genres de choses et j'ai amené à ce genre de choses. Donc j'en avais conscience. Mais effectivement, en charge cette année, moi, j'explose mes charges dans l'ancien. Donc, et j'ai pas fini parce qu'on va faire des escaliers, etc. Donc, ça c'est une notion que tu n'as pas dans l'ancien, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose dont tu n'es pas maître. C'est qu'est-ce que la copropriété a été, sauf à racheter quelque chose où la copro est ultra saine, mais ça nécessite toujours un travail de recherche finalement assez important dans l'ancien. Tu es obligé aussi de faire cet exercice-là. Voilà. Bien sûr. Ancien comme neuf finalement, tu vois. Ça c'est important. Et par contre, j'ai une question pour toi, c'est que moi, j'ai souvent constaté que dans le neuf, je parle pas des travaux, parce que là, évidemment, c'est neuf. Je parle pas des travaux de rénovation ou d'amélioration. Je parle des charges courantes, c'est-à-dire, j'ai remarqué souvent que dans le neuf, souvent, ce sont des résidences. Alors, maintenant, elles sont petites, c'est-à-dire on fait plus des grosses résidences, mais malgré tout, ce sont des résidences où tu vas avoir des services, donc de l'ascenseur, un jardin derrière à entretenir, des espaces communs, peut-être un gardien, etc. Et ça, en fait, ce sont des coûts qui, si tu compares à une petite copropriété où tu as fait attention aux coûts dans l'ancien, bah c'est des charges, les charges c'est très important et puis ça augmente vite d'année en année. Ça peut être important en neuf aussi. Alors, je vais te dire, en fait dans le neuf, tu es en moyenne à 2 euros, 2,30 €, 2,40 € du mètre carré de charge de copropriété. Jardin, pas jardin, il faut regarder évidemment si tu as un parc de 3 hectares, ça va changer la donne, mais en vérité non, tes charges de copropriété, elles sont régulièrement, souvent
inférieur. Sauf si tu me dis, j'ai une petite copropriété dans l'ancien, on est 4 copropriétaires et on vote jamais aucun travaux et on fait attention et finalement on n'a pas de gardienne, on n'a rien, etc. Mais dans le neuf, souvent tes charges de copropriété sont quand même assez réduites et puis tes coûts d'énergie. Pensons quand même, ça c'est important, aux locataires. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux être concurrentiel dans l'ancien, tu es obligé de faire des super travaux pour ton locataire, parce qu'effectivement, tu n'es pas le seul à avoir un bien dans l'ancien à louer. Donc, dans le neuf, faut se différencier. tu viens, dans le neuf, tu as quand même des charges de copropriété. Non, ça, vraiment, pour le coup, elles sont réduites. Tu as tes consommations d'énergie, tes factures d'énergie qui sont réduites en tant que locataire ou habitant, hein, tout simplement. Donc ça, c'est quand même important. Tu n'entends pas ton voisin parce que c'est isolé. T'es pas c'est vrai les que ça, c'est pas mal. t'entends l'ascenseur, etc. Non, tu es vraiment dans un cocon quand tu es chez toi. Même limite, pour certains, il peut faire très chaud. Donc, tu es en t-shirt quand tu es chez toi. Mais tu n'as même pas allumé le radiateur. Hein. Mais tu es en t-shirt parce que c'est tellement bien isolé. Et puis surtout maintenant, avec ce qu'on appelle l'heure d'été, tu as également aussi, pour les périodes caniculaires, et on va vers des périodes caniculaires de plus en plus importantes, les appartements sont isolés aussi pour te prémunir de la chaleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans du neuf, tu ne vas pas avoir des températures, c'est en tout cas une norme, tu ne dois pas être supérieur à 26 degrés. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as fermé les volets, on reste cohérent. Mais tu ne vas pas te retrouver avec du 30 degrés, donc ça s'appelle l'heure d'été. Donc, il y a quand même un confort aussi de vie. Je veux dire, quelqu'un qui visite, quand tu visites dans le neuf, je te dis la vérité, le premier qui visite l'appartement, il le loue tout de suite. Donc ça, c'est quand même aussi, il y a une attractivité du neuf. Tu as une résidence sécurisée. C'est pour ça Digicode. Oui, c'est pour ça qu'on pousse à la rénovation quand on fait du meublé. On pousse à la super rénovation, c'est-à-dire à faire un truc où on se sent bien, évidemment. Tu te sens bien, et puis surtout, tu vas pas avoir au bout de 3 ans ton locataire qui va te demander de faire des travaux. Donc, tu es obligé, si tu fais de la location meublée, d'amener des meubles, effectivement, mais c'est un coût. Voilà, il faut tout dire. Tu peux pas regarder un investissement locatif en disant, en fait, j'ai juste acheté mon appartement 180 et puis l'autre, je l'ai acheté 210. En fait, celui à 180, il est mieux. Bah, pas forcément, parce que ça se trouve, si à 210, tu avais beaucoup moins de travaux à faire, il était prêt à louer, alors que l'autre, il n'est pas prêt à louer. Il faut que tu mettes en gage des coûts de financement, etc. Donc, il faut regarder tout ça. Et aujourd'hui, soit tu as l'argent pour faire les travaux, soit tu les finances dans l'emprunt. Bah, si tu les finances dans l'emprunt, tu es sur des taux à 3,5. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que les avantages fiscaux qu'on a dans le neuf, tu l'as dit pour le Pinel, tu les retrouves aussi dans l'accession, d'accord? Et donc, nous, on accompagne aussi des clients dans leur projet d'accession. Que ce soit la TVA réduite, notamment pour les investisseurs dans le neuf, alors c'est sous certaines conditions de sectorisation, etc. Mais quand tu achètes du neuf en TVA réduite, c'est-à-dire 15% en dessous du prix du neuf, en fait, tu te retrouves quasiment à 5, 7, 8% près sur les prix du marché de l'ancien. Et en plus, tu as le prêt au zéro derrière. Tu peux expliquer l'histoire de la TVA? Parce que je suis pas sûr tout. Alors, la TVA réduite, c'est-à-dire que c'est sous condition de ressources. Quand tu achètes du neuf, toi, tu es jeune cadre ou même jeune travailleur. Tu gagnes, évidemment, quand tu démarres ta carrière, moins de revenus que tu n'en gagnes 10 ans plus tard. Donc, sous condition de ressources, tu as le droit d'acheter du neuf. Au lieu de payer ton logement avec une TVA à 20%, parce que c'est du neuf, donc tu achètes un logement, je ne sais pas, qui fait dont il y a 30 000 euros de TVA. Bon, bah, tu l'achètes à 5% des 30 000, en gros, tu as ta TVA qui est réduite. C'est-à-dire qu'au lieu de l'acheter à 20% de TVA, tu l'achètes à 5,5% de TVA. Donc, ton logement, tu vas l'acheter moins cher parce que c'est du neuf et parce que tu as le droit sous conditions de ressources. Si les gens veulent comprendre les conditions de ressources, ils peuvent aller sur Papillon Patrimoine et regarder, on a un calculateur d'éligibilité à la TVA à 5,5 et au prêt au zéro. Mais quand tu cumules TVA à 5,5, c'est-à-dire que tu achètes 15% en dessous du prix du marché du neuf, c'est-à-dire que toi, tu arrives, tu as le droit à ton logement qui vaut 200 000, bah, finalement, tu l'achètes 170 déjà. Donc, tu arrives quasiment au prix de l'ancien. Là-dessus, tu viens ajouter ton prêt à taux zéro parce que souvent, quand tu as le droit à la TVA à 5,5, tu as le droit au prêt à taux zéro. 40% du montant de ton financement à taux zéro. Quand tu es sur des taux à 3, à 3,5, ça veut dire qu'effectivement, en résidence principale, parce que tu sais, quand tu achètes en résidence principale, c'est toi qui payes les intérêts d'emprunt. C'est 100% pour toi, hein, les intérêts d'emprunt. Alors que quand tu fais du locatif, ils sont quand même, amortis. Et 2, c'est le locataire qui va te les payer. Bon, bah, en résidence principale, en accession, c'est imbattable par rapport à de l'ancien. L'accession dans le neuf, si tu as les conditions de ressources et d'aide, parce que 50% du marché du neuf, c'est de la 50 voire 60%, c'est de l'accession. Hein. C'est la résidence principale. Ça, c'est intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs, tu peux acheter ta résidence principale et
que ça devienne un locatif plus tard. Et Donc, oui, tu peux. Alors après, c'est si tu as bénéficié de la TVA 5,5 ou du sous prêt condition. zéro, sous condition, il faut attendre 6 ans pour certains, ou il faut s'être paxé ou se dépaxer entre-temps, etc. Bon, ça, effectivement, il y a pas mal de conditions. Mais nous, on fait aussi beaucoup. Je te dirais que 20% des opérations immobilières que l'on fait sont en accession en résidence principale. Et ça va aller croissant parce que les gens commencent à comprendre qu'effectivement, acheter dans du neuf, ce que tu as dit tout à l'heure, tes jeunes acheteurs, bon, bah, tu vas pas acheter tout de suite ta maison de 5 pièces avec ton jardin. Tu peux très bien commencer par un T2 dans le neuf avec des aides à l'accession. Pendant 5 à 6 ans, 7 ans, tu y vis. Et derrière, tu le mets en location. Bon, bah, tu l'as acheté avec des aides à l'accession. Il n'y a pas de sujet aussi. Donc ça, c'est aussi une espèce de, entre guillemets, de petits conseils, de petites martingales. Pourquoi on est allé sur ce marché-là? Déjà, parce qu'en fait, c'est en sondant des jeunes travailleurs qui souhaitaient défiscaliser, mais de leur dire, mais en fait, il y a mieux à faire, en fait. Non, vous n'allez pas faire ça parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir acheter votre résidence principale. Là, vous avez le droit à tant d'aides, etc. Et donc, effectivement, on va vous accompagner sur l'accession, on va financer le bien pour vous. Et là, ça tient la route et ça marche. On va certainement pas vous faire un Pinel. Vous payez que 3 000 euros d'impôts. C'est pas l'objet. Vous avez 25 ans. Il y a mieux à faire que ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un marché là-dessus parce que les gens ne savent pas non plus. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter ton bien, tu te concentres sur la localisation. OK, mais finalement, tu ne sais pas trop où aller. Bah, il me faudra un terrain. Et c'est la banque qui va dicter le là. C'est-à-dire qu'elle va te dire, bah, la banque, moi, je vous prête 200 000. Bon, bah, pour 200 000, j'ai quoi? Tu vas regarder des annonces sur ce loger. Bon, en fait, si tu regardes dans du neuf, tu vas trouver des annonces au même prix dans ton budget, à 170 000. Et puis, tu vas voir que tu as du prêt à taux zéro en plus. Donc, tu vas avoir moins d'intérêt d'emprunt, etc. Donc, tu vas pouvoir profiter de tout ça. Et donc, c'est vrai qu'en accession à la propriété, ça peut être pas mal. Ah bah, tu as les mêmes avantages, tu as des avantages aussi à l'accession. Donc là, le prêt à taux zéro, c'est reconduit jusqu'en 2023. Ça sera certainement reconduit parce qu'effectivement, quand tu vois le nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, c'est des centaines de milliers de personnes. Il faut bien les loger, ces gens-là. Donc là, on va vers un manque de logement parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de permis de construire, des livres, etc. En ce moment, nous, tu m'as dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir des avantages, etc. sur l'achat? Oui, on peut en avoir. Nous, on arrive à négocier les frais de notaire. On a les prix directs promoteurs, mais on va, de par le volume que l'on fait, dire au promoteur, non, là, tu me fais un cadeau, tu me fais la cuisine pour mon client, tu me payes en partie les frais de notaire, etc. On va tirer au maximum. Alors, si le promoteur il a une opération géniale à Bordeaux, à 20% du prix d'écart, hyper bien placé, il dira, non, il n'y a rien à faire, je ne veux pas faire de cadeau, etc. J'ai pas envie. Bon, bah, si c'est le cas, nous, on va pouvoir faire quelque chose sur notre rémunération à nous, et c'est-à-dire peut-être offrir, je sais pas, 1 000 euros de bon d'achat. Il faut être cohérent derrière. C'est-à-dire que c'était ma question, une de mes questions. C'est comment ça fonctionne la rémunération dans ce monde-là? Donc, qui touche quoi? Comment ça fonctionne? Qui touche quoi? Alors, en fait, le promoteur, quand il monte une opération immobilière, il va avoir des coûts du foncier, il va avoir des coûts de construction, une masse salariale, etc. Et il aura ce qu'on appelle des frais de commercialisation. Dans ces frais de commercialisation-là sont compris tous les frais qui vont l'aider à vendre. Marketing, plaquettes commerciales, bulles de vente, 4x3 affichage, panneaux de chantier autour du chantier avec de la promotion, ce qu'on appelle des palissades. Il va avoir le budget pour communiquer sur ce loger, il va avoir le budget que communiquer sur Google, etc. Et ce budget-là, c'est 5-6% qui définit, en fait, quand nous, on commercialise pour lui, on les récupère. Mais évidemment, parce que c'est un coût en moins pour lui. Limite, le promoteur, c'est pas toujours dans son intérêt de vendre tout seul. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de vendre vite pour obtenir ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement qui lui permet d'être certain que son projet va aller à son terme. D'accord? Pour financer son projet. Voilà. Et puis surtout, quand lui, il communique, quand toi, tu as une opération, je sais pas, moi, je vais dire à Bordeaux. En fait, Bouygues aussi, il a une opération à Bordeaux. Nexity aussi a une opération à Bordeaux. Et d'autres promoteurs. Il y a 10 programmes. Donc, toi, tu fais une communication sur Google Ads en disant j'ai un super programme à Bordeaux, mais sauf que la personne, elle va regarder tous tes concurrents. Donc, souvent, ce qui est compliqué pour un promoteur, c'est que quand il communique son opération, il est en concurrence avec les autres. Et donc, ce marché-là fait qu'il y a des prescripteurs comme nous, on récupère les frais commerciaux. Mais c'est jamais un surcoût pour l'acquéreur, qu'il aille en direct avec le promoteur ou qu'il aille en direct avec nous. Sauf que nous, on va tout gérer pour lui. Mais ça, c'est inhérent au marché. Et on parle de combien? Et on parle de combien de les frais de commercialisation? Alors, tu vas démarrer à 3-4% du montant du prix du bien.
pour arriver à 5, 6. On va dire qu'en moyenne, c'est 5%. C'est similaire D'accord. au marché de l'ancien. Mais un Ok. promoteur, quand il doit vendre, c'est ce que ça va lui coûter de toute façon 5 à 6% Hmm. du Hmm. budget dans le prix du bien, y compris pour faire la commercialisation de son bien. C'est des coûts que quand tu n'es pas derrière, tu n'imagines pas. Demain, tu as des commerciaux en bulle de vente. Bon, bah, une bulle de vente, le commercial, il va toucher une rémunération sur la vente. C'est bien normal. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Chacun travaille et est rémunéré, et heureusement, tout comme Hmm. nos clients qui viennent nous voir, ils travaillent Hmm. et on les rémunère pour ça. Bon, bah, tu sais, tu connais le montant des coûts des charges patronales en France, etc., etc. Donc finalement, c'est presque la délégation de service. Non, mais tu vois, tu externalises, c'est une sorte Ouais. d'externalisation de la Ouais, la commercialisation. Et donc, commercialisation. Hmm. voilà, tu as Hmm. déterminé un prix, c'est 5% du montant. Hmm. En moyenne, c'est 5% du prix de l'opération. Donc, tu vois, sur un bien à 200 000, on parle de 10 000 euros de rémunération. Tu vois, que ce soit pour Hmm. les prescripteurs comme pour s'ils le vendent en direct, c'est ça leur marge en fait. Bah, c'est pour ça que dans l'ancien, hein, il existe l'accompagnement. Comment dire, il y a un marché qui se de plus en plus structuré Oui, sur le fait de accompagner l'achat dans l'ancien meublé avec les travaux, etc. Puisque il y a une problématique, elle est un peu différente, hein, parce qu'il faut faire des travaux, etc. Mais il y a une problématique d'accompagnement. bien sûr. Et on est, allez, je vais vous donner la moyenne, mais la moyenne est autour de 7,5% du prix du bien en frais supplémentaires si on se fait accompagner. Bah, tu vois quand même. Enfin, si tu pars de ce principe-là, plus frais de notaire, plus travaux, etc., ça Oui, fait quand même un surcoût, une surcouche qui c'est est pour pas ça que, négligeable. oui, c'est pour ça. C'est ça, c'est pour ça que quand j'avais fait ça se rajoute aux frais d'agence, hein, de vente. Ça se Donc en rajoute aux fait, frais d'agence. c'est pour ça que quand j'avais fait le simulateur, j'avais fait un petit simulateur qui comparait en fait celui qui fait tout seul, parce que voilà, il y en a qui aiment bien faire tout seul, ça Mmh. prend du temps, il faut faire dans l'ancien, je parle. C'est intéressant ce Celui qui simulateur, veut oui, faire de oui. l'ancien, mais accompagné, Mmh. et il veut déléguer la gestion, il veut déléguer la Tout. recherche, il veut déléguer les travaux, etc. Et le Pinel, parce que le Pinel, c'est finalement c'est un peu de l'accompagnement, mais comme c'est neuf, il y a des grosses parties en moins sur la Bien sûr. complexité. Mais il y a des frais en plus parce que c'est plus cher, etc., etc. Et donc on a comparé les trois. Et bien souvent, alors c'est sûr, si tu fais tout seul dans l'ancien, tu bats quasiment toujours le Pinel et l'accompagné, mais c'est Même normal, mais c'est ton mais temps. t'intègres, Bassel, quand tu fais dans l'ancien, le fait que tu continues de payer des impôts, tu vois, tu te dis pas, bon, bah, Oui, si je veux comparer avec oui, Ogmara, j'intègre même, j'ai continué de oui, payer des impôts quand même, voilà. J'ai continué de payer mes oui, impôts oui, sur le mais relevé, alors que dans ça, l'autre cas, je les ai alors, économisés. Alors pour ceux qui me connaissent, alors je te donnerai, on pourra le mettre peut-être dans Ouais, le lien vers ce un lien, simulateur, mais en ouais. fait, tu me connais, je suis ultra précis, enfin les gens me connaissent, Mhm. et donc ça prend vraiment tout en compte, c'est-à-dire le plafonnement de loyer dans l'un cas ou pas de l'autre, les travaux, Oui, même une enveloppe de travaux d'entretien annuel, oui, ça prend en compte le prix d'achat un peu plus cher évidemment, ça bien prend en sûr. compte ce que tu disais, l'impôt évidemment, donc l'amortissement auquel MNP, la réduction d'impôt dans le cas du Pinel, on compare tout. Par contre, ce que je Mhm. voulais dire, c'est que par contre, l'accompagné et le Pinel, bah, des fois, c'est kiff kiff. Parce qu'en fait, Ouais, finalement, on a à peu près l'équivalent. Et puis des fois, bien c'est sûr. peut-être faire mieux. Mais parce que là, tu viens On de peut même m'expliquer faire que mieux, voilà, il ouais. faut Ce que trouver le je bon te dis, ouais, programme, on peut trouver bon des choses prix, à. etc. Ah Voilà. ouais, 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 Mais ouais, on a des mais choses moi, je extraordinaires. faisais une moyenne. Moi, je te donne la moyenne. Mhm. Maintenant, si tu commences à chercher et d'être minutieux dans ta recherche Évidemment. et Mais puis tu peux réussir à faire mieux dans l'un ou puis l'autre. Bassel, tu connais les chiffres, hein. Ce qui va compter, c'est les chiffres que tu as mis au départ. Après, les chiffres, tu peux parfois leur faire Mm. dire. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais. si tu du postulat de départ, si tu as Mm. mis, tu peux pas dire une opération est meilleure qu'une autre, ça dépend de ce que tu as fait au départ et quel chiffre tu as mis en fait dans ta Bien sûr, recette. bien sûr, Et les chiffres peuvent bien bouger sûr. d'un projet à un autre. Ce qui est, disons, plus Après, il faut compliqué dans affiner pour son l'ancien, c'est, projet. On est d'accord. Mais voilà. tu vois, Bassel, c'est compliqué sur 12, 13 ans d'imaginer les coûts dans Oui, l'ancien, oui. parce que tu On peut sais faire des qu'aujourd'hui, par hypothèses. exemple, On peut faire voilà, des. tu peux Ouais, faire ouais. des hypothèses, dire, ok, bon, il y a au minimum chaque année, il y a en gros 1000 euros pour Voilà, 10 tu mètres lisses. carrés de Voilà. travaux de Mm, copropriété, ou j'en sais rien. mm, Et tu dis, bon mm. voilà, sur 15 ans, j'ai au Voilà, c'est ça. minimum eu 30 000 euros de travaux, bon, je viens Mm, les mettre, j'ai dû les financer mm. et les C'est ça. sortir. Là, ce qu'il y a aussi, c'est que, toujours pareil sur le neuf, en fait, le neuf est intéressant parce qu'effectivement, au-delà du confort que tu apportes à ton client et sur le plan de ton locataire, sur le plan de la vie, hein, parce que c'est important et ça compte. Maintenant, il y a des notions Ouais. quand même, effectivement, sur le plan écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles normes qui arrivent, notamment dans la construction, Mm, c'est-à-dire qu'on va réutiliser comme isolant dans du neuf, notamment des isolants plus respectueux de l'environnement. Par exemple, on va utiliser du bois, mm, alors comment on va utiliser des matériaux qui étaient plus, mm.
on va dire, sur l'impact carbone plus coûteux, etc. Donc, tu as aussi parfois du sens également sur le plan éthique. Bien sûr, bien Même sûr. si je sais que toi, moi, on est très dans les chiffres, mais tu as une génération qui arrive qui est soucieuse de ce genre de détails. Tout à fait. Donc, effectivement, la production Mm. d'énergie, les économies d'énergie, ça compte pour eux. Et d'avoir un logement vertueux, ça compte aussi également. Mais là, c'est surtout là, on demande, et là, l'État, à travers la loi climat et résilience, vient taper sur le logement en lui-même. C'est-à-dire qu'elle vient dire, vous avez intérêt à faire des travaux, entre guillemets, de faire En baisser les menaçant. coûts d'énergie parce que sinon, on va vous bloquer. On va vous interdire de Mm. louer, on va vous interdire, dans le Mm. meilleur des cas, d'augmenter le loyer, et puis dans l'autre cas, on va même vous interdire de louer. Bon, bah, là, c'est sur le Mm. logement lui-même. Demain, ça va être sur les copropriétés. Tu le sais, les copropriétés sont cartographiées aujourd'hui. Toutes. Mm. Et donc, qu'est-ce qu'on va demander? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande de faire des travaux de rénovation sur le logement, mais demain, on va Sur avoir des l'immeuble. injonctions aux copropriétés de refaire des travaux d'isolation Mm. pour tout. Et ça, c'est Mm. des coûts qu'on ne voit pas venir. Tu vois, Tout à fait. et ça, effectivement, c'est un espèce de une tranquillité. Je sais que je paye dans du neuf, j'ai un effort d'épargne de 150, 200 euros par mois, mais je sais que pendant 13, 14, Mm. 15 ans, on m'en demandera pas plus. Voilà. Et donc, je suis cohérent, je l'achète 200 000, pas l'histoire de 235 000, le truc que je savais même pas qu'il y avait ces prix-là en 2014 au Bourget, parce que moi, j'ai vendu Mm. du T3, 30 000 euros en dessous en 2019. Donc, je me pose quand même des questions Mm. sur qui Mm. lui a proposé ça. Mais bon, à l'époque, on était moins regardant, et là, tu as raison, ça fait partie mais aujourd'hui, c'est impossible, parce qu'avec Internet et les données qui existent, tu as suffisamment de recul et d'infos, même si tu es newbie, même si c'est compliqué pour toi d'appréhender ça parce que tu n'as pas forcément toujours le temps, ça nécessite quand même que nous, on te montre par l'exemple et on t'explique ça. On te montre le marché, on fait des tableaux comparatifs. Donc, on apporte cette valeur Ouais, c'est ajoutée très des clair. chiffres qui, Ouais, on ouais. vient valider par les chiffres, etc. Mais Mm. l'environnement, ça compte. Les économies, ça compte. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. On le voit aujourd'hui avec parfois, là, je Mm. trouve que dans la loi climat et résilience, on tape très, très dur. Enfin, je veux dire, on va qu'est-ce que ça veut dire demain interdire 800 000 logements à la location? Bah, faut Alors, quand même. Les gens, t'en fais moi, quoi? j'attends de Tu voir. vois? Oui, mais moi, Voilà. j'attends de voir Je parce suis qu'en fait, ce qui d'accord. va se Mais passer, c'est que oui, tout ça, ça va être régulé parce que il y a parce que logique c'est de trop. réalité. Oui, c'est Bien trop. sûr. Mais bon, ça Ben va oui. changer. Mais bon. C'est comme Oh. quelqu'un qui voudrait dire, ben, on peut plus louer moins de 12 mètres carrés à Paris. Ben, qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'on a, Il y a 100 000 il y personnes a, qui vivent dans des exactement, 10 mètres carrés. Tu fais quoi? exactement. Tu les mets à la rue? Et Bon, vaut on mieux est loger les d'accord. gens. Oui, voilà. 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 Mais c'est sûr qu'effectivement, On moi, verra. l'interdiction d'évolution du loyer, ça, par contre, j'y crois. C'est très Ça, aisé c'est de plus faire ça. simple. Ou Ouais. alors, Ça, c'est ou plus une simple. surtaxe financière en fonction, pas de dire, on t'interdit de louer ton logement, parce qu'effectivement, il faut quand même bien derrière louer les gens, faut leur retrouver un logement. Donc, plutôt dire, celui Mm. qui a un logement qui est classé E et qui a interdiction de louer en 2030, bon, bah, tu fais quoi du locataire? Il s'en va? Non, bah, tu vas lui trouver Et une attention. surcote. Tu vas lui faire une Et taxe attention, on parle foncière plus élevée. Voilà. on parle pas de taudis, c'est-à-dire qu'on parle de logements décents, propres, super jolis, mais qui Ouais, peuvent être des PE, eux. Malheureusement, ouais, ça veut pas dire qu'on peut pas vivre dedans, ça veut pas dire qu'on sera pas bien dedans. je suis Et d'accord le avec truc, toi. c'est que dans certaines villes, et je prends le cas de Bordeaux parce que je connais bien, c'est très C'est très compliqué. Déjà, écologique. il y a aucun diagnostiqueur qui peut garantir un passage de lettres. Enfin, il n'y a aucun Oui, travaux qui va te garantir un passage non. de lettres. Et en plus, bah c'est pas faisable. À Bordeaux, on peut pas isoler par l'extérieur. C'est Bah classé oui, comme à UNESCO. Paris On en peut rien australien, faire. quoi. Bah oui, Comme tu à peux rien Paris, faire, voilà, ouais, le on peut centre rien faire. historique, etc. Non, par contre, tu peux isoler Donc par voilà. l'intérieur. Mais je Oui, pense que oui, et puis tu peux les ouvrants, moi, etc. Mais c'est pas en aussi tous les cas, je efficace. pense, Voilà. en tout cas, je pense qu'il y aura sur des DPE qui ne sont pas bons. Et puis surtout, le diagnostiqueur, il a une pareille de mission. C'est-à-dire que lui, il joue Mm, son métier. Hein. S'il fait des faux DPE ou comme les faux mètres mm, carrés où tu sais, ils ont mm. 5% de plus ou 5% de moins en marge. Bon, lui, il peut pas se permettre de faire un DPE A pour ton logement s'il est classé F parce que en cas de contrôle, etc. Et les mairies vont faire des contrôles, ce genre de choses. Ce qu'elle peut faire par contre, c'est Mm. toujours pareil, son arme, taper sur le portefeuille. C'est-à-dire que tu as un DPE F, E, allez, admettons, ou tu vois, tu as un DPE E, t'as pas fait les travaux qu'il T'as faut, une taxe. t'es passé Mm, là, eh ben, tu as une taxe en plus, c'est tout. Et puis tu as une taxe, car tu as une mm, taxe parce que tu es, entre guillemets, tu fais mm, produire trop d'énergie sur ton logement, etc. Il y a des armes pour ça. mm, En tout cas, c'est le mm, sens de l'histoire et tu vois bien que ça existe. mm, Là, il y a l'instauration des mm. zones à faible émission, etc., qui vont changer la donne. Donc, il y a aussi cette espèce de Ça joue en la tu payes faveur plus de ton cher. business, ça, du coup. Ben Mm. oui, autant je t'aurais dit il y a 3-4 ans, le seul avantage, l'un des avantages le plus, c'était l'avantage fiscal. Aujourd'hui, tu peux avoir un avantage à investir dans du neuf
en LMNP ou en faisant de la colocation, sans même parler d'avantages fiscaux par rapport au sens de l'histoire. C'est comme je t'aurais dit, à 7 ans, tu achètes une voiture électrique en centre-ville. Bon, tu n'as aucune borne, tu n'as rien. C'est super sur le papier, mais tu as 20 km/h, tu as 30 km d'autonomie. Aujourd'hui, c'est pas vrai, tu as des bornes partout. Tu as vraiment un réel coût, une réelle économie, etc. Donc, il en va de même sur le logement, c'est la transition. C'est comme ça, il faut accepter de toute façon, il y a une urgence climatique et ça, on peut pas. Il y a non seulement une urgence climatique, puis il y a une urgence aussi à faire des économies d'énergie au-delà de ça, parce que l'énergie, ça coûte cher. Et puis voilà, il va falloir la produire, il va falloir la produire demain. Donc, c'est un petit peu tout ça le sens. Ça, c'est un avantage à la revente pour le neuf en disant, bah voilà, votre facture d'électricité va être faible, qui est plus difficile à obtenir comme argument dans l'ancien. Pour prendre le neuf, là, c'est clair. Puis ça compte à une facture, entre une facture de. Moi, j'avais un client avec qui on a fait une opération à Tours qui a déménagé. Il a eu la chance d'avoir du neuf dans Paris. Il était dans de l'ancien avant, du bel ancien, mais il te dira lui-même, c'est le jour et la nuit. Il m'a dit les factures d'électricité, mais on les a divisées par 3. Et puis il a dit le confort, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, avoir une grille, des petits espaces partagés, local vélo, ascenseur qui va au parking, le parking, etc. Enfin, tout ça, ça compte derrière. Et ça se valorise. Et d'ailleurs, la voiture électrique, tu la mentionnais. Mais la voiture électrique, c'est pas le problème, c'est qu'il faut la brancher, quoi. Voilà. Et justement, dans les copropriétés maintenant, les opérations que l'on vend dans le neuf, il y a des places de parking. Voilà, c'est pris en compte. Voilà. Bon, pour l'avoir vécu, c'est compliqué à mettre en place dans une vieille copropriété, mais voilà. C'est très beau, hein, non, mais moi, je vis dans de l'ancien, donc ça a du charme aussi. Par contre, oui, t'as le charme. Je l'ai pas évoqué, mais t'as le charme de l'ancien. T'as le charme. Qui quand même. C'est beau le charme. Et puis alors moi, la façade extérieure, par contre, je vis pas dedans. Donc moi, c'est très bien. J'aime bien rentrer dans un immeuble qui est beau, etc. Ouais. Après, il faut que ce soit à l'intérieur, que ce soit, bien sûr. Que ce soit joli. Mais oui. Après le neuf, comme ça, c'est peut-être un peu moins joli entre guillemets. Ça n'a pas le charme de l'ancien. Ça n'a pas le même charme. D'accord. Ça grince pas. T'entends pas quand les gens. T'entends pas les voisins du dessus. T'entends pas les voisins du dessus ou les jeunes qui font la fête dans la colocation. Voilà, où t'entends un bruit un petit peu sourd en te demandant ce que c'est. Mais voilà, c'est autre chose. Voilà. Mais il y a de l'ancien qui est moche, comme il y a de l'ancien qui est très beau. Il y a de l'ancien qui est moche. Du parquet de chêne, point de Hongrie, des moulures au plafond, une cheminée dans le. Enfin ouais, et évidemment, et des fenêtres qui partent de plein pied, ça a du charme aussi. Voilà. Mais c'est autre chose. C'est une autre façon de voir les choses. Tout à fait. C'est autre chose. On est d'accord. Alors, parce que là, on était quand même un peu long. J'ai une dernière question. Dernière question sur le marché du neuf. Ouais. On entend partout là en ce moment que le neuf est en crise. Alors, je pense que c'est l'immobilier en général. Hein, on est d'accord. Je pense. Mais surtout parce que dans le neuf, surtout parce que les travaux coûtent de plus en plus cher. Les crédits les taux sont de plus en plus élevés, donc l'accession à la propriété, elle est devenue très compliquée, sachant que c'est quand même un des arguments aussi du neuf. Alors, pas forcément sur la résidence principale. Je crois qu'on parle de moins 22% de ventes. Ouais, lycée sur. On parle de moins 22% de ventes sur 2022. Ouais. Alors sur 2022. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut négocier beaucoup plus en ce moment grâce à ça ou justement. En fait, là, ce qui se passe, c'est que les promoteurs ont besoin de déstocker aussi. C'est-à-dire, effectivement, ils ont trop de stock. Voilà, c'est ça. Et donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de biens dans le neuf qui ont baissé. Voilà. Moi, j'ai fait hier, j'ai présenté des choses avec des T3, des T4 à 240 000 euros. Je sais pas dire où, etc. J'ai pas envie forcément d'en parler, mais ils étaient 12 000 euros au-dessus. Et là-dessus, j'ai les frais de notaire qui sont offerts, plus 3% de remise. Donc, en gros, tu vas gagner 20 000 euros par rapport à là. Donc, en fait, en ce moment. Donc, c'est peut-être un bon moment d'investir dans le neuf. Il y a des opportunités, exactement. Et il y a des opportunités de négociation, ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que le marché. On peut plus négocier, donc ça peut marcher. On peut plus négocier. On va négocier finalement des aides plus facilement, c'est-à-dire frais de notaire offerts, par exemple, et petite remise sur le prix, gestion locative pour les investisseurs garantis pendant 2, 3, pendant 1 an ou 2, gratuit, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas. Et puis, là, en accession, par contre, il n'y a pas particulièrement de ralentissement sur la résidence principale, l'accession, parce que tu as vraiment des aides qui sont super intéressantes avec le prêt à taux zéro. Pour le coup, tu rends finançable des gens beaucoup plus facilement. Mais là, on est sur un temps, effectivement, d'attentisme parce que les taux sont montés. Donc, il y a des gens qui sont sortis du marché de l'emprunt. Donc, on est sur des baisses de prix, mais finalement, là, on parlait, j'ai vu la BCE, en tout cas, il y avait des études sur le marché français, on parlait de moins 3% de prix sur le prix en immobilier.
jusqu'à la fin de l'année. Attendre Oui, ça moins commence, 3%. tout à fait. Ouais, mais Bassel, attendre moins 3% quand tu peux emprunter à 2,90 à 3. Et si c'est pour attendre la fin d'année que le marché immobilier a perdu 3%, donc, et que toi, tu as un taux à 4, en fait, il aurait Non. mieux valu acheter à un taux à 3, à 3% plus cher ton prix du bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors C'est-à-dire oui, c'est qu'effectivement, vrai. Oui, c'est vrai, ça allait. sauf, je te coupe, mais sauf celui qui a du cash. Donc là, on parle pas des jeunes là, on parle des gens plus. Ouais, bien sûr, celui qui peut Celui mettre qui a du 100 cash, c'est lui qui peut mettre 200 000 voilà. euros sur la table tout de suite. Voilà. Lui, Mais là, bon, c'est la belle ça, vie. Ouais, voilà. lui, c'est la belle vie, mais C'est lui, pas tout le monde. On est c'est d'accord. 1% On est c'est d'accord. 1% On du est d'accord. marché. On est d'accord. Voilà. Donc, Tout mais à fait, monsieur tout tout à le fait. monde, de toute façon, je veux dire, attendre. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a l'inflation qui est là. Donc, ça, il y a de l'inflation aussi sur les salaires, les Mm. revenus vont monter, etc. Ça, je veux dire, c'est très clair. Donc, à un moment, c'est-à-dire que même si les taux remontent, les salaires montant, finalement, la baisse de prix ne va pas être si impactante que ça. 3%, moi, je trouve ça assez ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire 3% de Oui, mais c'est baisse sur peut-être que un le prix début. Ça va immobilier? baisser Tu plus. vois, sur 200 000, tu parles Oui, oui. de 6 Mm. 000. Je sais pas, parce que en même temps, si On verra. demain, si demain, effectivement, ça se calme sur le marché, si ça se calme sur le climat, on va dire politique, qu'il y a des accords de paix, que finalement l'inflation se restreint un petit peu, que la BCE baisse ses taux, tu as On augmenté les n'a pas de boule salaires de partout, cristal. On n'a et on pas de n'a boule de aucune boule de cristal. On cristal. sait Ce pas. qui compte en immobilier, c'est mieux vaut acheter euh, Quand on peut le un- faire et bien quand on peut acheter, le on va faire, dire. bien acheter que d'attendre 3 ans. C'est toujours 3 ans de Tout à perdu fait. en capitalisation parce On que est le temps d'accord. va vite. Voilà, donc Mm. Mm, c'est mm. plus ça. Hein. Tout à fait. On est d'accord, on est d'accord. Alors, dernière question, parce que ça fait déjà 1h10, là, je vois au chrono. Mhm. Oui, Quel était ton, puisque comme il s'appelle le plongeoir, notre podcast actuellement, quel était ton oui. plus gros plongeon dans la vie, le plus grosse prise de risque, ou où tu t'es fait le plus peur dans ta carrière? Alors, je dirais que c'est quand même l'entrepreneuriat où tu prends le. Ouais. Moi, j'ai quitté un poste où j'étais responsable du business développement dans une grosse société. Je veux dire, voilà, bon, l'entrepreneuriat, ce qui est formidable, le chômage, c'est un outil formidable parce que ça te permet effectivement Mm. de switcher et En France, d'entreprendre. c'est une Voilà. exception, hein. C'est une C'est une exception exception. C'est-à-dire mondiale, je crois. qu'effectivement, voilà, c'est Mm. pas comme à l'étranger où tu es obligé d'attendre d'avoir mis 30, 40 Mm. 000 euros de côté pour te dire, bon, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat. Où D'accord. tu prends un Et vrai ça, risque, en fait, et quasi, tu prends un vrai risque. c'est un vrai risque. Le plus gros plongeon, finalement, c'est ça. C'est te dire, OK, je Mm. passe à l'action, j'entreprends. Parce que quand tu es bien rémunéré et que tu es salarié, c'est compliqué d'entreprendre. Donc, Tout à fait, ouais. les risques, je sais pas si je prends des risques, en fait, je sais qu'il n'y a que, un moment, l'action qui va te faire obtenir quelque chose. Soit tu ronronnes dans quelque chose, et c'est très bien d'ailleurs, on a le droit de ronronner, on peut avoir des passions comme la lecture. Moi, j'ai plein de goûts et ça. Mais en tous les cas, j'avais, je sais pas si c'est comme toi, Marcel, envie d'entreprendre, envie d'un un moment de. J'ai toujours été créatif, donc j'avais envie d'avoir quelque chose à moi, Mm. que ça marche pas. Ça, c'est une chose. Mais d'ailleurs, en plus, aux États-Unis, par Mm. exemple, l'échec, c'est reconnu comme une valeur. Ah, tu t'es trompé, tu t'es planté, Mm. bah, c'est bien, tu as appris, en fait. Et ton prochain projet, il sera meilleur. Donc, non, la prise de risque, c'est surtout Mm. l'entrepreneuriat qui reste quand même. Mm. C'est pas si, je sais pas si c'est une prise de risque. Si c'est bien fait, que tu maîtrises tous tes sujets, etc., il faut se faire une certaine violence pour pouvoir se dire, OK, je quitte le confort pour me lancer dans quelque chose C'est de surtout ça, personnel. ouais. Mm. Et c'est surtout ça. Et puis surtout, je pense qu'il faut pas avoir ce qui est compliqué dans la vie, c'est d'avoir des regrets. C'est-à-dire qu'effectivement, se dire, j'aurais Mm. détesté me dire, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, tu vois. Mm. J'aurais dû le faire. Maintenant que je l'ai Mm. fait, je suis très content de l'avoir fait et puis ça marche, on est content. Enfin, il y a plein de projets en cours, etc. Mm. Mais je n'aurais pas voulu me dire, j'aurais dû le faire et ça me serait resté dans un coin de la tête de pas le faire. Alors je l'ai fait sur le tas. Moi, je l'ai fait, tu vois, à l'aube de mes 40 ans. Je sais pas si c'est tard ou tôt d'ailleurs, ça dépend des cas. Mais c'est la seule prise, le plongeoir, c'est ça. Voilà, c'est quitter le salariat, le poste de responsable, un cadre, Ouais. un bon salaire, etc., pour se lancer et repartir à Mm. zéro. Et bien nous en a pris parce qu'effectivement, j'ai retrouvé au bout d'un an les rémunérations que j'avais et voire dépasser ensuite. Mais c'est cyclique, tu le sais. Hein. Toi, je sais que tu as Mm. levé des Ouais, bien fonds, sûr. etc. Tu vois J'ai bien tout vécu ce la que même ça chose, prend. ouais. Tu vois bien tout ce que ça Ah prend oui, en là, énergie, on en pourra en cycle, faire etc. ouais. Ah oui, Voilà. c'est
y Voilà. en a des sujets hein, sur l'entrepreneuriat. On Ah, peut il y en a finir d'en plein, parler. plein, plein, mais c'est une aventure humaine incroyable Mais aussi également. c'est top. Ouais, tout à fait. Ouais, Tout à fait. voilà. Donc le plongeoir, c'est ça Bah pour écoute, moi, Bassel. merci Émeric. On a été long, Bah, mais je t'en bon, prie. bon après t'aimes Ouais, bien on a parler aussi, mais tant mieux, hein. Voilà. tant mieux. Ouais, mais Et on n'a même pas abordé le Malraux, même pas le monument historique. Ce sera peut-être non, l'occasion bah non, de mais c'est aborder voilà. un de ces Bah jours on pourra sur peut-être refaire ces. un épisode une autre fois, on verra. Ouais, Mais il y recentrer a pas de souci. là-dessus avec grand plaisir, Bassel. En tout cas, les gens qui veulent aller un peu voir ce que tu fais, donc c'est Émeric Pa- Evenot, je le prononce Oui, bien, et c'est Papillon Patrimoine. Bon, ils trouveront facilement, on mettra des liens papillonpatrimoine.fr, voilà, facilement à trouver. exactement, on retrouvera. Voilà, donc bah merci à toi, et puis à très Merci, bientôt. Bassel, Merci. et à bientôt. Au revoir à tous. Attends, qui peut rester pour voir si Ouais, c'est fini, parce que je crois que ça continue de charger. Alors il y a eu des coupures, mais des coupures de stream, mais normalement ça devrait pas impacter. il n'y a pas C'est eu ça des qui est bien coupures avec de ce truc. son, ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Oui, puis ce qui est bien avec ce truc, c'est que même qu'il y ait des coupures de stream, l'enregistrement qui est en train de se charger là. Alors attends, je vais arrêter le.